Vous écoutez On lit pour vous. « 24 heures chez les survivalistes », un dossier d'Éric Martel paru le 11 juillet 2026 dans la presse. Premier texte. On n'est jamais bien loin de la catastrophe. Accroupis dans une tranchée, la carabine dressée, nous sommes en alerte. Au loin, une branche remue. Fusil à la main, un intrus s'approche. Vers nous, il ouvre le feu. « Tire, tire, tire !» nous lance notre commandant Victor. Dans le reportage, les prénoms sont fictifs pour protéger leur anonymat. La détonation nous fait sursauter. L'acouphène est immédiat. Ce ne sont que des balles à blanc et ce n'est qu'une simulation, mais la tension est à couper au couteau. « Fais comme si tu avais été atteint. Tu es inconscient », nous murmure Victor. 2 participants nous traînent dans la boue, de peine et de misère. Ils nous installent sur une civière et nous emmènent à l'abri dans une tente. Des explosions, des cris et des sirènes résonnent d'une petite radio. « Tu es chanceux, tu es tombé sur une de nos fins de semaine de formation les plus mollo », nous lance Victor lorsque l'exercice se termine. Devant la description d'autres entraînements, nous nous estimons effectivement chanceux. Se baigner dans l'eau glacée en plein hiver, tuer et manger un tamia rayé, se faire réveiller en pleine nuit par des cris et le son d'une scie à chaîne lors d'une attaque ennemie. Ce sont tous des exercices qui auraient été effectués au cours des derniers mois par le groupe Preppers Québec, GPQ, que nous avons infiltré. En anglais, le terme prepper désigne une personne qui se prépare à survivre à une chute de l'État. Processus de recrutement. En raison du réchauffement climatique, des nombreuses guerres et de la récente pandémie de COVID-19, le survivalisme est en hausse à l'échelle mondiale, selon des experts consultés par la presse. Pour comprendre les motivations des adeptes de ce mouvement et mettre en lumière les pratiques dans cet univers caché, nous avons participé à une fin de semaine de formation avec le GPQ à la fin du mois de mai. Quelques publications dans des groupes Facebook de survivalistes du Québec nous ont permis de rencontrer Victor. Même s'il nous indique que ses activités sont légales, le groupe doit demeurer secret, insiste-t-il. En cas d'interpellation par la police, les membres sont invités à mentir en prétendant qu'ils font partie d'un groupe de paintball. Ce qui est en partie vrai, parce qu'on fait du airsoft aussi, justifiera Victor au téléphone, quand nous lui dévoilerons que nous sommes journalistes, plusieurs semaines après notre participation à la fin de semaine d'entraînement. Victor nous invite au quartier général de son organisation, chez lui, dans une banlieue de la région de Québec. Des volailles s'y baladent librement parmi les vélos d'enfants et le trampoline. 3 véhicules lourds, peints aux couleurs de l'armée, trahissent la vocation du lieu. Victor, vêtu de ses habits militaires, nous entraîne au sous-sol. Sur la porte, on remarque le logo de l'organisation, une tête de mort sous laquelle est inscrite la devise « Semper Paratus », toujours prêt. Derrière la porte, des filets de camouflage suspendus au plafond et des fusils rangés dans un placard. Victor explique qu'il a fondé le GPQ, dont il est commandant, il y a 10 ans. Il faisait auparavant partie de la milice survivaliste québécoise, une organisation dissoute depuis. Ce n'était pas sérieux, c'était juste une gang de gars qui voulaient tirer du gun puis boire de la bière, raconte-t-il. Une quinzaine de membres font partie du GPQ, y compris des membres des Forces armées canadiennes, de même que des policiers, dit-il. Le groupe n'est affilié à aucune religion ni idéologie. Se préparer au pire. Lors des entraînements mensuels, les membres s'exercent à des techniques de défense, dont le tir de précision et le combat au corps à corps, dans l'éventualité où l'État s'effondrerait, où il n'y aurait plus d'autorité légale. Cette situation redoutée est désignée par une expression bien connue chez les survivalistes. « Shit hits the fan », SHTF. La société est un château de cartes, illustre Arthur, un membre du groupe. Il a commencé à douter de la stabilité de l'État lors de la pandémie.
L'économie mondiale est extrêmement fragile, dit-il. On n'est jamais bien loin de la catastrophe. Le vernis de la société peut s'effriter rapidement, estime pour sa part Victor. Regarde juste le Boxing Day. Les gens se marchent dessus. Imagine s'il n'y avait plus de ressources dans les épiceries quelques jours. Ils s'entretueraient. Quelques jours avant la publication de ce reportage, au téléphone, Victor admet toutefois ne pas vraiment craindre l'effondrement de la société, du moins à court terme. La philosophie du groupe est de se préparer au pire en espérant le meilleur, dit-il. Dans un document interne que notre journaliste a reçu après avoir participé à la formation, le GPQ prépare ses membres à une éventuelle attaque chimique ou nucléaire, les invitant notamment à consommer de la vodka qui peut, dans une certaine mesure, diminuer les effets de la radioactivité. Vous écoutez 24 heures chez les survivalistes, un dossier d'Éric Martel paru le 11 juillet 2026 dans la presse. Baptême du feu. Victor nous indique avoir un permis de possession d'armes. Il nous entraîne à l'extérieur pour notre première leçon, le maniement de la carabine sous sa supervision. La plus grande menace pour l'homme, c'est l'homme, dit Victor. Je ne veux pas que tu deviennes un soldat, mais ton arme, c'est ton outil de défense, c'est ta vie. En moins d'une heure, il nous apprend à charger et à décharger une arme, à la désenrayer et nous enseigne quelques positions de tir. Voilà, tu en sais plus que n'importe quelle personne qui passe son permis au Canada, sourit-il. Nous voilà prêts à monter dans le camion modifié pour être utilisé comme ambulance. Direction, la forêt. Sur les terres publiques, près de la base militaire de Valcartier, on installe un campement, puis on passe aux exercices. Victor nous décrit ce qu'il faut faire en cas d'intrusion d'un ennemi sur le territoire. Selon le niveau de menace, il faudra le menotter ou, dans des cas extrêmes, le neutraliser avec une arme à feu. Il faudrait être un psychopathe pour avoir le réflexe de tirer sur un autre humain. On ne veut pas en arriver là, mais si ça arrive, vous devez être prêt. C'est pour ça qu'on pratique, nous motive notre commandant après la séance. Lors de ces simulations, le GPQ utilise des balles à blanc. Aux yeux de Victor, il est impossible qu'un accident survienne avec ces balles et qu'un participant soit blessé. Son groupe applique les mêmes principes de sécurité que l'armée, explique-t-il au téléphone après que nous lui avons révélé notre identité. Tendre vers le réalisme. La nuit tombe. Tout à coup, un feu d'artifice jaillit dans le ciel. Rapidement, on saute dans le camion pour trouver la source de ce tir lumineux. Malgré l'obscurité, Chantal conduit sans allumer les phares, en pleine forêt, afin de ne pas alerter l'ennemi. Le camion roule parmi les branches et les pierres, jusqu'à ce qu'on retrouve notre commandant. Il gît au sol, la tête couverte de faux sang. Un os sort de l'un de ses membres, résultat de maquillage artisanal. Après l'avoir installé dans l'ambulance, nos compagnons simulent une opération pendant plus d'1 heure. Ce sont des situations qui pourraient nous arriver dans la vraie vie. Il faut essayer de les vivre avec le plus grand réalisme possible, explique Chantal, l'une des 2 seules femmes du groupe. Entre crainte et scepticisme. Après la nuit passée dans un abri de fortune, on se dirige vers un champ de tir, où les membres pourront cette fois s'exercer avec de vraies balles. Nous passons notre tour. Victor en profite pour nous montrer la force de l'impact des munitions. Il tire dans une flaque d'eau, puis à travers un arbre, fier de la puissance de sa carabine SKS. C'était pour vous démontrer la pénétration balistique d'un projectile, tout simplement, expliquera-t-il lorsque nous le questionnerons sur la pertinence de l'exercice après coup. Dans le cadre de leurs activités, les membres du GPQ utilisent des SKS, des armes à feu non restreintes qui peuvent être achetées par quiconque est titulaire d'un permis de possession et d'acquisition. Il s'agit d'une arme très répandue au Canada. C'est ce modèle de carabine qu'a utilisé l'auteur de la fusillade survenue dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal à la fin du mois de juin.
Une SKS avait aussi été utilisée lors de la tuerie d'août 2018 à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. 2 policiers et 2 civils avaient alors perdu la vie. Sur le champ de tir, Nathan explique à Arthur comment il est parvenu à modifier son chargeur avant de tirer 10 balles de manière consécutive. Questionné à ce sujet, le commandant du groupe, Victor, dira plus tard ne pas avoir vu l'arme modifiée de Nathan. Au Canada, le chargeur de l'arme doit être limité à 5 balles, confirme la Coalition canadienne pour les droits aux armes à feu, CCDAF, lorsque contacté par la presse. L'utilisation des armes dans notre groupe est faite en conformité avec le règlement fédéral, assure Victor lors de notre appel. Durant l'activité de tir, la dernière de la fin de semaine, Nathan se vantera des armes qu'il possède. « Dans ma chambre, j'ai un fusil caché sous une couverture. Je peux me défendre s'il arrive quelque chose, révèle-t-il. « Tu n'aurais pas de misère à descendre 2 gangsters, le félicite Victor. » La terre promise. De retour au quartier général, il ne reste plus qu'à nettoyer les armes avant de mettre fin à la réunion du groupe. Pour détendre l'atmosphère, Victor fait jouer en arrière-plan une vidéo de Jean-Luc Mongrain datant de 2009. L'animateur ridiculise la ville de Montréal qui a donné une contravention à un citoyen pour avoir nourri un écureuil. Ça ne se fait plus, du bon journalisme comme ça. Les médias sont l'un des plus grands dangers qui guettent notre société, dénonce Arthur. Chantal pointe le bandeau au bas de l'écran, dans la vidéo de 2009. On y recense le nombre de cas du virus H1N1. Tu vois, ils essayaient déjà de nous rentrer ça dans la tête, avance-t-elle. Plusieurs fins de semaine de formation comme celle-ci sont nécessaires pour intégrer officiellement le groupe Preppers Québec, nous explique le commandant. Un lieu secret est révélé aux vrais membres. Tous s'y retrouveront en cas de SHTF. Et le GPQ est prêt. Une constitution est déjà écrite au cas où il faudrait dicter les fondements d'une nouvelle société. Vous écoutez 24 heures chez les survivalistes, un dossier d'Éric Martel paru le 11 juillet 2026 dans la presse. Deuxième texte. La fin d'une culture nichée. De mouvement marginal à phénomène social, le survivalisme a vu sa popularité exploser à l'échelle mondiale. Et le Québec n'y échappe pas. De plus en plus de formations sont offertes pour s'y initier. En 2007, lorsqu'il a fondé Les Primitifs, une école de survie en forêt suivant des méthodes préhistoriques, Mathieu Hébert n'offrait que 4 à 6 formations par année. Maintenant, il y a des fins de semaine où on en propose autant, toutes dans des villes différentes, et c'est toujours plein, explique-t-il. La pandémie a joué un grand rôle dans cet essor, croit le cofondateur du centre de formation Black Wolf Survival, Mike Lizotte. Au Québec, les écoles de survivalisme se faisaient rares. Elles sont nombreuses depuis, constate-t-il. Avec la COVID-19, les gens ont senti que la stabilité de l'État pouvait être ébranlée à tout moment, croit-il. Depuis, la guerre en Ukraine et celle entre Israël et le Hamas, de même que les menaces d'annexion du Canada par Donald Trump, ont servi de motivation aux curieux pour s'inscrire à des cours de survivalisme, constate le sociologue et chercheur Martin Geoffroy. Avec la polarisation actuelle de la société, dit-il, les survivalistes n'ont pas besoin de beaucoup d'imagination pour se faire des scénarios. Le monde actuel peut être anxiogène et les survivalistes, justement, sont peut-être un petit peu plus anxieux que la moyenne. Il s'agissait auparavant d'une culture nichée. Un capitalisme s'est créé autour du survivalisme, expose le chercheur et sociologue Bertrand Vidal de l'Université Paul Valéry à Montpellier, en France. Aux États-Unis, par exemple, les bunkers aménagés pour résister aux différentes catastrophes ont la cote. D'ici 2030, cette industrie pourrait valoir jusqu'à 175 millions de dollars, rapportait The Economist en avril 2026. Anxiété appliquée. Il est difficile de dresser le portrait robot d'un survivaliste, croit M. Geoffroy. De gauche ou de droite,
leur discours politique n'est pas toujours très articulé, dit-il. Ce sont des gens qui peuvent avoir de la difficulté à s'adapter aux changements sociaux et être un peu psychorigides. Ils préfèrent vivre dans un environnement qu'ils contrôlent, analyse-t-il. Leur extrémisme varie. Les plus radicaux, les adeptes de l'accélérationnisme, souhaitent la chute de l'État. Certains fantasment un retour à la nature, dit Bertrand Vidal. Pour eux, le métro boulot-dodo est ennuyant et il est très identitaire de vouloir délaisser cette normalité, de vouloir se séparer de la masse. Les formateurs du Québec que nous avons consultés se trouvent de l'autre côté du spectre. Ils se préparent pour des inondations, un verglas ou une tempête de neige, loin de redouter une attaque de zombies ou une guerre civile. Je suis survivaliste, mais je n'ai pas peur de l'apocalypse. En tant que militaire, j'ai passé du temps avec un masque à gaz, et laissez-moi vous dire que j'aime mieux crever que d'avoir à en porter un pour le reste de ma vie, lance Mike Lizotte en riant. Un survivaliste, poursuit-il, ça peut être autant quelqu'un qui a 46 000 fusils dans son sous-sol qu'une grand-mère prévoyante qui a autant de pots de sauce à spaghettis. C'est une culture très large. Aider l'État. En cas de catastrophe, les formateurs en survivalisme encouragent leurs participants à devenir indépendants de l'aide du gouvernement. Même s'ils croient au système politique actuel, Benoît survivaliste pense que l'État sera incapable de gérer une catastrophe majeure, comme un incendie de forêt important. Voudriez-vous être coincé pendant des semaines dans un aréna avec un petit sandwich pas de croûte, une petite bouteille en plastique et une couverture donnée par la Croix-Rouge? Pas moi, en tout cas, illustre-t-il. Justement, être survivaliste peut être synonyme d'être un bon citoyen, croit Mathieu Hébert. Imaginez, dit-il, que votre famille n'ait pas besoin d'aide et qu'elle puisse même aider ses voisins pour enlever de la pression au gouvernement qui serait débordé. Si on avait un survivaliste sur 5 dans la population, on se porterait bien mieux en cas de catastrophe. Aucun des 3 formateurs sondés par la presse n'enseigne le maniement des armes à feu. À leurs yeux, les organisations paramilitaires ternissent l'image du survivalisme. En juillet 2026, 4 hommes ont été arrêtés, dont 3 membres de l'armée canadienne. Armés jusqu'aux dents, ils s'entraînaient dans une zec de Portneuf pour survivre à une éventuelle crise économique majeure, à l'attaque d'une puissance étrangère ou même à une invasion de zombies. Mike Lizotte avoue avoir déjà été contacté par un groupe survivaliste de type paramilitaire. Il a catégoriquement refusé l'invitation qu'on lui a tendue. Si je n'ai qu'un conseil à donner aux gens, c'est de se tenir loin de ce type de groupe, prévient Mike Lizotte, sans viser un groupe en particulier. Ce sont des Rambo de fin de semaine qui ne savent pas manipuler des armes de manière sécuritaire. J'ai beaucoup plus peur pour eux que pour l'ennemi, conclut l'ancien membre des Forces armées canadiennes. C'était 24 heures chez les survivalistes, un dossier d'Éric Martel paru le 11 juillet 2026 dans la presse. Fumer laisse des traces, un texte de la rédaction paru le 21 juin 2024 dans Québec Science. Depuis longtemps, fumer du tabac est reconnu comme un facteur de risque majeur pour plusieurs maladies. Cependant, ses effets sur le système immunitaire sont moins souvent évoqués. De récentes recherches révèlent comment le tabac influence nos défenses immunitaires. On a tous déjà entendu parler des risques du tabac. Le tabagisme est l'une des principales causes de maladies et de décès évitables dans le monde. Les risques pour la santé sont multiples. Cancer, maladies cardiovasculaires et respiratoires, complications lors d'une grossesse ou baisse de fertilité. Mais saviez-vous que le tabac nuit aussi au système immunitaire? Le système immunitaire est essentiel à notre survie. Il nous protège des infections et des maladies. Il est composé de différentes cellules et molécules
qui aident notre organisme à se défendre contre les microbes. Les anticorps reconnaissent et marquent les microbes qui pénètrent dans l'organisme. Les globules blancs reconnaissent ensuite les microbes grâce à ces étiquettes que sont les anticorps et les détruisent. Au milieu de tout cela, les cytokines sont des molécules du sang qui permettent de synchroniser et réguler toutes ces réactions immunitaires. La performance du système immunitaire varie grandement d'un individu à l'autre. Pour comprendre cette variabilité, une étude a été menée par des scientifiques de l'Institut Pasteur en France. Ils ont étudié une cohorte de 1000 personnes en bonne santé, âgées de 20 à 70 ans. L'objectif, identifier les facteurs influençant le système immunitaire au-delà de l'âge, du sexe et de la génétique. L'étude a révélé que 3 variables se démarquaient: le tabagisme, l'infection latente au cytomégalovirus et l'indice de masse corporelle, IMC. Pour la variable du tabagisme, les scientifiques ont demandé aux personnes volontaires si elles fumaient ou si elles avaient déjà fumé la cigarette. Le cigare et le vapotage n'ont pas été pris en compte. Parmi ces facteurs, le tabagisme a montré un impact particulièrement prononcé. En analysant des échantillons sanguins exposés à divers microbes, les chercheurs ont mesuré les niveaux de cytokines. Ils ont observé que les fumeurs présentaient une réponse inflammatoire plus importante lors des infections, augmentant leur risque de complications et d'inflammation chronique. Mais les effets du tabagisme ne s'arrêtent pas là. En comparant les profils immunitaires des fumeurs, ex-fumeurs et non-fumeurs, les chercheurs ont découvert que l'impact sur l'immunité persistait potentiellement jusqu'à 15 ans après l'arrêt. Fumer induirait donc des modifications persistantes de l'expression de l'ADN, affectant ainsi le bon fonctionnement des cellules immunitaires. Alors, autant ne jamais commencer à fumer, non? C'était « Fumer laisse des traces », un texte de la rédaction paru le 21 juin 2024 dans Québec Science. Le Bloc québécois dévoile sa plateforme électorale dans Chicoutimi-Le-Fjord. Un texte de Léa Morin-Le Thor et Claude Bouchard, paru le 6 août 2026 dans Radio-Canada Info, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Bloc québécois, BQ, a lancé jeudi sa plateforme électorale en vue des élections partielles dans Chicoutimi-Le-Fjord qui se tiendront le 31 août prochain. En plus de s'engager à soutenir les filières de phosphate et des minéraux critiques, le Bloc entend prioriser la hausse des pensions de vieillesse des aînés de 65 à 74 ans. Pour nous, c'est un non-sens de faire 2 classes d'aînés, affirme la candidate bloquiste dans la circonscription, Caroline Dubé. On voit que le pouvoir d'achat des aînés a diminué. Il n'y a jamais d'indexation, il n'y a jamais d'augmentation. Si c'est bon pour les 75 ans et plus, on ne voit pas pourquoi ce serait mauvais pour les 65 ans et plus. Et on voit que c'est un enjeu qui est majeur sur le territoire dans Chicoutimi-Le-Fjord, poursuit-elle. Alors que le premier ministre du Canada, Mark Carney, était présent à Saguenay, la candidate du BQ a attaqué le Parti libéral, notamment sur ce qu'il qualifie de « virage pétrolier » entamé par le gouvernement. Caroline Dubé s'est aussi dite déçue du passage de M. Carney dans la région. On s'attendait à des annonces. On sait que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est le plus impacté au niveau des tarifs douaniers. C'était la première fois qu'il venait dans la région, malgré le fait qu'on soit les plus touchés. Venir quelques heures dans une région, ce n'est pas nécessairement la visiter. Déclenchement des élections partielles. Les bloquistes avaient déjà vivement critiqué le choix de la période estivale pour déclencher des élections partielles après la nomination du conservateur Richard Martel au Sénat au début du mois de juillet, ce qui a laissé le siège de député vacant dans la circonscription. En plus de Chicoutimi-Le-Fjord, la candidate bloquiste Caroline Dubé rappelle qu'une autre circonscription au Québec est actuellement sans député.
Il y a aussi un poste vacant dans Saint-Hyacinthe-Bagotte, et même depuis plus longtemps, depuis le 21 juin. Donc, merci d'avoir déclenché une partielle aussi rapidement, mais si c'était la bonne réponse, il aurait fallu qu'il déclenche aussi Saint-Hyacinthe-Bagotte. Ironise-t-elle. C'était le Bloc québécois dévoile sa plateforme électorale dans Chicoutimi-Le Fjord. Un texte de Léa Morin-Le Thor et Claude Bouchard, paru le 6 août 2026 dans Radio-Canada Info Saguenay-Lac-Saint-Jean. La chimie des gâteaux. Un texte paru le 28 novembre 2021 dans le magazine Québec Science. La pâtisserie repose sur un équilibre entre plusieurs ingrédients qui réagissent ensemble et contribuent à donner goût, aspect et texture aux gâteaux et autres délices. Beurre, sucre, œufs, farine, lait. Les ingrédients en pâtisserie sont dosés de façon très précise. Trop peu de beurre et le gâteau collera au moule. Trop de lait et la pâte ne cuira pas bien. Mais quel est le rôle de chaque ingrédient exactement? Tout repose sur la farine. Elle contient de l'amidon qui se gélifie en absorbant l'eau de la cuisson, ce qui permet de passer d'une pâte liquide à une pâte solide. Lorsqu'on prépare la pâte, au moment où la farine est mélangée aux ingrédients liquides, elle devient collante et ses protéines s'assemblent pour former du gluten. C'est lui qui donne à la pâte son élasticité. Plus tu travailles la pâte, plus elle est élastique et plus elle produit du gluten. C'est souhaitable lorsqu'on fait du pain ou de la pâte à pizza par exemple, mais allons-y doucement si on cuisine un gâteau. Trop de gluten lui donnera une texture caoutchouteuse. C'est pourquoi dans les gâteaux en particulier, on ajoute 2 ingrédients, le sucre et le beurre. En plus de donner du goût, ils enrobent les protéines de la farine et empêchent le gluten de trop se développer. Plus il y en a, moins le gluten se formera et plus le gâteau sera tendre et fondant en bouche. Le sucre aide aussi à retenir l'humidité et à faire brunir le gâteau pendant la cuisson, tandis que le beurre l'empêche de sécher trop vite. Qu'en est-il du lait ? Il sert surtout à fournir l'eau nécessaire à humidifier la farine. C'est aussi cette eau qui détermine si une pâte sera moelleuse ou croustillante. C'est pourquoi il n'y a pas de lait dans les biscuits, mais qu'il en faut pour faire des crêpes. Les jaunes d'œufs permettent aux graisses et à l'eau de bien se mélanger. Les chimistes parlent d'émulsifiants, tandis que les blancs assurent que le gâteau ne s'effondre pas sur lui-même. Avez-vous déjà monté des blancs en neige pour faire une mousse au chocolat ? On peut même retourner le saladier pour vérifier qu'elle se tient bien. Enfin, la poudre à pâte ou la levure dans un pain produit du dioxyde de carbone, CO2, un gaz qui reste piégé dans le gâteau et l'aide à lever. Vous connaissez maintenant les secrets de la pâtisserie. Il ne reste plus qu'à mettre la main à la pâte. C'était La chimie des gâteaux, un texte paru le 28 novembre 2021 dans le magazine Québec Science.